on revient maintenant sur un peu ce qui a toujours pas été abordé et on attendait depuis quelques mois maintenant quelles étaient les attentes des nouvelles règles du RNCP et aussi de l'ancien inventaire qui s'appelle maintenant le répertoire spécifique. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire aujourd'hui la différence entre l'ancien modèle et le nouveau modèle aujourd'hui pour déposer, entre guillemets, de nouvelles certifications de formation? Alors, bonjour à tous, puisque je suis rentré directement dans le débat sans saluer tous les convives présents. Alors comme René Margowski, ça fait une trentaine d'années que je suis aussi dans la formation, après avoir moi-même créé un organisme de formation diplômant, un CFA et quelques modèles de création d'écoles d'entreprise, pour ensuite avoir créé Lafayette Associés, quasiment sur cette thématique-là. C'est-à-dire que le RNCP date de 2002, mais on va dire qu'il s'est vraiment mis en œuvre et développé dans les années 2008, on va dire les réformes, hein, GPEC, et puis on a commencé vraiment à travailler là. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que cette dernière réforme, même s'il y avait déjà des prémices dans celle de 2014, est une vraie réforme. C'est-à-dire qu'elle impacte réellement avec de vrais changements, même si ils paraissent anodins. Alors, j'ai cité j'ai noté plusieurs éléments. Par exemple, l'aiguillage. Alors, c'est vrai qu'il existait l'inventaire. Aujourd'hui, c'est le répertoire spécifique. Mais aujourd'hui, il y a une véritable volonté, et ça va se ressentir dans les exigences, d'avoir deux chemins. Soit je vise un métier et l'employabilité, soit je vise un ensemble de compétences ou des compétences et je vise cette fois-ci l'employabilité à travers les compétences. Donc là, on est sur les compétences transverses et je suis sur les compétences métiers, ça c'est plutôt RNCP. Donc cette idée d'aiguillage, elle est beaucoup plus forte qu'auparavant. Et ça, c'est un point important, et c'est d'autant plus important que c'est là que se fait le premier critère d'évaluation pour les personnes de la commission certification, donc Michael Charbit et ses équipes. Donc, en gros, l'aiguillage, il commence à se faire là. Donc ça, c'est déjà un premier point important. Le deuxième point important, ça a été cité, c'est les blocs. Alors les blocs, je rappelle quand même qu'on en parle déjà depuis 2016, l'outil, oui 14, mais on va dire, je me souviens, le site internet a été disponible avec ces blocs depuis 2016. Mais maintenant, c'est dans la loi, est considéré comme véritable certification et pas simplement un bout d'un truc. Non, non, véritable certification, le CPF, ces blocs sont exigibles au CPF, donc on voit que c'est pas un bout d'un truc. C'est une véritable certification. Et ça, c'est un véritable changement, tel qu'il a été dit, notamment pour des dispositifs comme la VAE. Je réponds à certaines questions qui étaient de dire, on parlait tout à l'heure de ce dispositif. En effet, ces dispositifs, ça veut dire que oui, je peux faire un diplôme en moins de temps, on va dire, ou sans forcément tous les blocs, à condition que ces blocs-là, je les ai avant. Alors qu'avant, on faisait un peu de la VAE à l'envers, on faisait de la VAP, on va dire. Hein, on faisait le truc, on faisait l'examen, et puis après on disait, bah, il te manque deux trucs là, donc tu vas suivre ta formation. Aujourd'hui, c'est clairement écrit, c'est possible, et ça va être travaillé de cette manière-là. Troisième élément important, et ça c'est un vrai changement là aussi, les équivalences. Avec une vraie volonté d'avoir ces équivalences. Et ça change, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais déposer mon titre, ma certification, je vais devoir me préoccuper des autres et pas simplement de ma propre logique. Est-ce qu'en effet, il n'y a pas déjà un titre qui existe? Est-ce qu'en effet, les blocs que je suis en train d'écrire n'ont pas d'équivalence ailleurs? Parce qu'en effet, la tendance, mais entre nous, ça date depuis 2002 déjà, hein, quand on essaie de travailler cette cohérence entre les blocs. C'est juste que là, un, on l'écrit, deux, on sanctionne. C'est-à-dire, en gros, si on ne fait pas ces équivalences, on peut être sorti de ce fameux RNCP ou répertoire spécifique. Avec quelque chose qui ne sera pas forcément si simple que ça, dans le sens où les équivalences, par exemple, je cite un bloc, je ne sais pas moi, transverse, qui pourrait être mener une conduite de réunion qu'on pourrait retrouver dans plein d'autres titres, par exemple. Oui, mais ce n'est pas la même chose si c'est un titre de niveau 1, par exemple, enfin, c'est maintenant niveau 7, par exemple, de type master, dans laquelle on va plutôt animer ça sur un public de dirigeants et de stratèges,
que peut-être pour un niveau manager de proximité à l'UMM, par exemple, sur lesquels on va être plutôt sur une animation de réunion d'opérateurs. Donc, on voit bien que peut-être que le bloc va être écrit de la même manière ou d'une manière approchante, mais que les niveaux vont peut-être avoir leur importance. Donc, il y a un vrai travail d'ingénierie qui est globalement imposé par cette nouvelle loi, mais d'un autre côté, la force, et je terminerai là-dessus, la force, c'est évidemment l'individualisation, c'est justement ce souci de travailler l'individualisation. Et sur les critères qui ont changé, et ça c'est quand même important, entre le RNCP, il y a quelques critères qui ont évolué. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de France Compétences, où ça est clairement écrit, c'est aussi d'ailleurs dans les décrets, enfin dans la loi d'ailleurs. Donc, on a 9 critères pour le RNCP, on en a 6 pour le répertoire spécifique. Les 9 critères et c'est comme ça qu'ils sont analysés, et j'allais presque dire dans cet ordre-là. Critères du RNCP, adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé. C'est en gros l'utilité de la certification. Deuxième critère, l'impact du projet de certification sur l'employabilité, avec notamment l'analyse. Autrefois, c'était 3 promotions, aujourd'hui, c'est 2 promotions. Mais en tout cas, il faut prouver l'employabilité. Donc, il y a quand même un travail qui va avec la qualité, d'ailleurs, de statistiques, voilà, d'emploi. C'est pas, on ne se contente pas de former, maintenant on suit et on s'assure que derrière il y a il y a une employabilité. Troisième élément, la qualité évidemment du référentiel, ça existait déjà avant. Quatrième élément, la mise en place des procédures de contrôle et de régulation, ça existait, mais ce n'était pas écrit comme tel et ce n'était pas un vrai critère. Alors que là, on se soucie, notamment dans le cadre de la communication, du contrôle, de la régulation, de comment je vais agir sur cette certification, prenant en compte le fait que je peux être certificateur et pas formateur. La certification, c'est un job à part entière, avec une fonction à part entière. Cinquième élément, la prise en compte des contraintes légales et réglementaires. Bon, ça existait avant. Sixième élément, l'accès à la VAE. Mais ça va être encore plus important qu'auparavant, notamment avec ces histoires de blocs, où les blocs peuvent être accessibles maintenant, enfin la VAE par bloc. Donc ça, c'est quand même une petite révolution, parce que ça veut dire que derrière, il faut quand même se mettre en ordre de marche. Septième élément, la cohérence des blocs de compétences et des modalités d'évaluation, c'est-à-dire que bloc de compétences n'égale pas module de formation. Il faut qu'il y ait une logique. Et cette logique, elle peut être soit une logique, quand on décrit ces blocs, on va dire chronologique, je fais ceci, puis après cela, soit une logique simplement liée à l'emploi. C'est pour ça que vous avez des certifications sur lesquelles vous avez des blocs optionnels. Vous avez des blocs qui se vous voyez, c'est pour ça que des fois, vous avez beaucoup de blocs, mais en fait, il y a pas mal d'options qui sont données dedans. Donc, il faut qu'il y ait une véritable logique parce que dans une petite entreprise, c'est pas pareil que dans une grande ou dans certains secteurs. On travaillait par exemple sur les matériaux composites. Quand vous êtes dans le naval, vous n'êtes pas dans le ferroviaire. Et donc, on peut dire c'est le même métier, mais globalement, il pourrait y avoir des options. On l'a vu notamment sur certaines branches. Huitième, et ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, cohérence des correspondances totales ou partielles mises en place avec des certifications professionnelles équivalentes, de niveau équivalent. Donc ça, c'est carrément un critère aussi. C'est-à-dire qu'on regarde maintenant, qu'est-ce qu'on a mis dedans. Avant, on regardait, c'était la fiche 8 avant, on regardait vaguement si on avait mis des listes. Là, maintenant, je peux vous dire qu'on met et d'où l'idée d'être équipé. Alors, je sais que France Compétences a sorti son nouveau site qui permet quand même désormais d'avoir accès à ça, mais ça n'empêche que si on n'est pas outillé, enfin en tout cas nous qui en faisons beaucoup, on a des outils qui permettent d'analyser tous les jours toutes les certifications et tous les emplois parce que ça nous est demandé tout le temps et que faire ça à la main, c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, ça très important également, même si on met le cas échéant, notamment pour les CQP, les modalités d'association des CPNE, des branches professionnelles. Et moi, même si ce n'est pas obligatoire, évidemment, pour les certifications qui sont d'ordre privé ou autre, mais moi, je dis, à partir du moment où c'est le sens de la loi, préoccupez-vous des observatoires, préoccupez des observatoires de branches, préoccupez-vous des listes qui sont déjà données par les branches et sur lesquelles on va avoir des équivalences, on va pouvoir trouver déjà de la matière
Et ça va permettre d'argumenter la pertinence de votre titre, surtout si à un moment donné, vous dites mon titre de responsable marketing, il y en a 3 tonnes, en plus il y a un titre ceci, cela, c'est aussi un BTS, ou enfin, vous voyez, c'est comment je me retrouve dans tout ce magma. Concernant le répertoire spécifique, là, on a 6 critères. On démarre d'ailleurs dans l'adéquation des connaissances. Alors, c'est amusant parce que ça, c'est des trucs qui sont apparus récemment. Adéquation, connaissances et compétences, alors qu'on est vraiment sur de la compétence, mais on va dire la compétence pouvant être faite avec des connaissances et des savoirs, on va dire, à l'intérieur de tout ça. Mais surtout, par rapport aux besoins du marché de l'emploi. Toujours pareil, valeur d'usage. Quelle est la valeur d'usage de la certification, métier ou compétence? Donc ça, c'est la première chose. Critère numéro 1. Critère numéro 2, qualité du référentiel. Je ne reviens pas dessus. Critère numéro 3, mise en place des procédures de contrôle. Là aussi, c'est un peu musclé. Aujourd'hui, la certification, ce n'est pas une formation, on valide et puis on a un examen à la fin. Non, non, il y a un véritable process. 5e élément, le cas échéant, la cohérence dans les correspondances avec les blocs de compétences. Donc, on voit bien que la logique de correspondance, voilà, est bien là. On la retrouve de l'autre côté. Et le cas échéant, les modalités d'association des CPNE de branche. Donc là aussi, on voit à nouveau, c'est la boucle. C'est-à-dire, c'est pas, on est dans une vraie logique. Et notamment, il y a pas mal de dispositifs. Comme on impose ces fameuses 400 heures, mais ces 400 heures, et encore, peut-être pas pour longtemps, ou du moins de 25% du temps pour les contrats pro, contrats d'apprentissage. On n'oublie pas que dans la loi, on a le à distance, le à fest, le présentiel. Donc, on a tout dispositif aujourd'hui reconnu par la loi pour travailler ces fameux 25% de temps de formation qui, quand même, offre une certaine souplesse quant au financement et aux règles. Voilà, je le redis, donc ça veut dire que c'est quand même très souple aujourd'hui.